Alors, avant de voir comment accélérer l'apprentissage intellectuel, on peut déjà se poser la question, mais pourquoi un apprentissage intellectuel? Parce qu'il y a des parents qui me disent: «Oh, mon enfant, il a tellement de soucis. Pourquoi un apprentissage intellectuel? Apprendre à lire, à compter, servira à quoi? Mon enfant, il a déjà tellement de soucis. Il a tellement de problèmes moteurs, il ne sait même pas marcher. On n'en est pas encore à l'intellectuel.» Et puis, ils me disent aussi, il s'intéresse à rien de toute manière, puis il veut pas apprendre. Et puis, le handicap est trop important. Et puis, de toute manière, il y a des professionnels qui m'ont dit qu'il ne peut pas apprendre. L'essentiel, c'est qu'il soit heureux. Ce sont toutes des fausses croyances. Et j'aimerais qu'on voit un peu plus en détail ces fausses croyances. Le bonheur, en fait, passe par le fait d'être bien dans sa tête, de pouvoir communiquer, d'interagir, de comprendre tout ce qui nous entoure. C'est ça le bonheur. Et moi, je suis persuadée que chacun peut apprendre, quel que soit son handicap, quel que soit son âge et quelle que soit la gravité de son handicap. Il n'y a pas de barrière. Et quand on dit que l'enfant ne s'intéresse à rien, moi je sais que c'est parce qu'on n'a pas su l'intéresser. C'est notre responsabilité de l'intéresser. D'éveiller sa curiosité pour qu'il ressente le plaisir de découvrir et d'apprendre. C'est à nous de le faire. Et travailler d'une manière intellectuelle va aussi aider le développement psychomoteur. On a parlé beaucoup du développement moteur avec Frédéric Guez. En fait, l'intellectuel et le moteur vont de pair. Parce que développer l'intellectuel va provoquer de la curiosité, l'envie de découvrir. Et du coup, ça va favoriser le besoin d'utiliser le corps pour découvrir le monde. Débloquer le corps va passer par le déblocage de l'esprit. Parce que ça va provoquer aussi des prises de conscience, des envies de progresser sur tous les plans. Et du coup, ces prises de conscience sont nécessaires pour le développement moteur. Alors, pourquoi attendre? En fait, il est important d'apprendre à construire une pensée. Pourquoi? Parce que cela donne de la liberté, en premier lieu. Du plaisir à apprendre. Du coup, ça donne une autonomie qui devient de plus en plus grande. Une autonomie de pensée. Même si on est coincé dans son corps, on peut avoir une autonomie de pensée. Et donc, on arrive au vrai bonheur. Alors, comment faire? Parce qu'en fait, un élève qui est dans la norme, il a 24 heures d'enseignement par semaine. Durant 36 semaines, si vous faites le calcul par an, ça fait 864 heures. Et nos enfants exceptionnels, ils n'ont pas ce temps. Ils ont souvent beaucoup de temps de rééducation. Et souvent, ils ont déjà du retard. Alors, comment faire? Comment accélérer cet apprentissage intellectuel? On ne peut pas passer plus de temps. En fait, c'est une question qui me passionne. J'étais autrefois professeure agrégée de mathématiques et je suis toujours maman d'un enfant qui est né il y a 30 ans avec un grand handicap à la naissance, d'ordre physique et intellectuel. Quand j'étais jeune, à 9 ans, j'ai donné mes premiers cours à une élève en difficulté. À 13 ans, j'enseignais à un jeune qui avait une trisomie et qui habitait à côté de chez moi. Donc j'ai donc une expérience de près de 50 ans. Alors je vais reformuler ma question. Comment apprendre 10 fois plus rapidement qu'à l'école classique sans prendre du temps en plus? Et j'ajouterai en ayant du plaisir. On va utiliser pour cela
la métapédagogie. Qu'est-ce que c'est que la métapédagogie? Métapédagogie vient de méta, qui signifie au-delà, et de pédagogie, qui signifie une manière de transmettre. Donc la métapédagogie va au-delà de toutes les pédagogies. Et quelles sont les clés de la métapédagogie? En fait, il y en a 3. 3 clés. Mais avant de voir ces 3 clés, il y a d'abord quelque chose d'important à comprendre. Rappelez-vous, quand vous avez été vous-même à l'école, vous allez penser à une leçon d'histoire, au hasard, que vous avez apprise en 5e par exemple. Alors vous prenez une feuille, si vous êtes chez vous, vous racontez maintenant à votre voisin ce dont vous vous souvenez. Il n'y a rien? Normalement, vous avez dû avoir près d'une 40aine d'heures d'enseignement de l'histoire. Combien de feuilles allez-vous remplir de ce que vous vous souvenez de l'année? Rassurez-vous, c'est normal. C'est du contenu. Et si vous n'entretenez pas régulièrement, vous oubliez. Par contre, un jour, vous avez appris à faire du vélo. Et même si vous n'enfourchez pas votre vélo pendant 10 ans, si vous remontez sur une selle, eh ben vous saurez faire du vélo. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du contenu, c'est un processus. Et le processus ne s'oublie pas. On s'en souvient toute sa vie. J'ai un autre exemple qui me vient en tête. J'ai un ami, Jean-Pierre, qui était guide de haute montagne autrefois. Et un jour, il a dévissé en escalade. Il a été opéré, il y a eu d'énormes problèmes. Et il n'est remonté sur des skis que 37 ans plus tard. Il avait près de 70 ans. Non, il avait plus de 70 ans. Et vous auriez dû voir comment il skiait. 37 ans après, il savait toujours skier. Le processus perdure dans le temps. Le contenu, c'est enseigner le quoi, et le processus, c'est enseigner le comment. Et c'est ce qui fait une énorme différence. Et nous, on va enseigner par processus. C'est pour cela qu'on va aller beaucoup plus vite. L'enseignement classique enseigne un contenu, le quoi. Par exemple, 2 x 5, ça fait 10. Répète. Et on demande de répéter jusqu'à ce que l'enfant sache ses tables. Le métapédagogue, lui, va viser au processus, au comment. Et il va aider, lui, à comprendre ce que signifie 2 x 5. En passant par le comment, le métapédagogue va enseigner le quoi, le contenu. C'est-à-dire, il va enseigner comment faire pour y arriver. Et il va utiliser une stratégie. Il va enseigner des stratégies. Et c'est ce qui va permettre à l'apprenant de trouver le résultat. Du coup, le résultat n'est qu'une conséquence d'une bonne stratégie. Et comment enseigner les stratégies, comment enseigner les processus? Nous passons par des fonctions cognitives. Nous allons enseigner des fonctions cognitives et il y en a 29. 29 fonctions cognitives. Ces fonctions cognitives sont les briques des briques vraiment de base du raisonnement. C'est des processus qui vont permettre de bien réfléchir. Et si ces 29 fonctions cognitives sont bien installées, on peut alors construire des apprentissages. Le calcul, la lecture, la socialisation, tout ce qui utilise un raisonnement. Si les fonctions cognitives sont bien en place, alors l'enfant peut apprendre à apprendre. Pour pouvoir bien apprendre, ça doit être bien installé. Mais qu'est-ce qui se passe si certaines sont déficientes ou si elles sont manquantes? L'apprentissage ne peut pas se faire correctement et l'enfant a des difficultés pour apprendre. Il s'agit donc de les restaurer ou de les construire, en tout cas de bien les mettre en place pour pouvoir avoir un apprentissage correct. On utilise donc ces 29 fonctions cognitives et elles se déclinent en 8 domaines d'application. C'est extrêmement précis. Voilà donc les 3 clés pour accélérer l'apprentissage. La première clé,
c'est l'activité. La deuxième, c'est le métapédagogue. Et la troisième, c'est l'apprenant. Voyons la première. Un métapédagogue, il sait analyser n'importe quelle activité. Pour ça, il va utiliser 7 paramètres. Et avec ces 7 paramètres, il pourra la choisir au mieux, il pourra anticiper les difficultés éventuelles. Et en fait, il va pouvoir voir les processus qui sont nécessaires pour la mener à bien et pour tirer le meilleur de cette activité. De n'importe quelle activité, il va pouvoir voir comment il peut en faire un apprentissage et comment les transformer en quelque chose de bénéfique pour l'enfant. La deuxième clé, que va faire le métapédagogue? Il va avoir 12 critères pour bien enseigner. Et donc, il va chercher constamment à s'améliorer en se remettant en question, en se posant la question comment est-ce que je peux faire de mieux. Du coup, ça le transforme lui, et quand il se transforme, il va pouvoir aussi transformer ses élèves. Et la troisième clé, c'est l'enfant, l'apprenant. L'apprenant qui est au cœur de l'apprentissage. Et lui va apprendre à prendre conscience des fonctions cognitives. Et il va les utiliser pour apprendre à apprendre. On va voir un peu ces 3 clés d'une autre manière. Avec un triangle qui présente les aspects de la métapédagogie, en haut, vous voyez les 2 premières clés, l'analyse d'une activité et la transformation du métapédagogue. Et en bas, vous voyez chaque fonction cognitive. Et chaque fonction cognitive se décline en 8 domaines ou intelligences. Et chaque intelligence, elle se décline en 29 fonctions cognitives. Et vous voyez aussi quelque chose dont je ne vous ai pas parlé jusqu'à présent, c'est le côté émotionnel. Nous utilisons aussi énormément le côté émotionnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'émotionnel et l'intellectuel sont liés. L'un peut bloquer l'autre. Si j'ai peur, si je suis en stress, je ne peux pas accéder aux apprentissages. Et si je suis rassurée sur mes compétences, et ben du coup, j'enlève le stress. Donc, l'un peut bloquer l'autre et l'autre peut débloquer le premier. Il y a blocage ou déblocage de part et d'autre. Encore un exemple. Est-ce que vous êtes déjà posé la question comment on peut féliciter? Comment est-ce que vous vous félicitez? Est-ce que vous dites ouais, bravo, t'as trouvé la réponse? Mais qu'est-ce qui va se passer si l'enfant, la prochaine fois, il ne trouve pas la réponse? Il peut se trouver nul. Ok? Si vous orientez la félicitation sur la réponse, vous vous orientez sur le contenu et non pas sur le processus. Nous, métapédagogues, nous félicitons pour le processus. Et ça va faire d'une pierre deux coups. Parce que, d'une part, l'enfant, il va se rendre compte du processus utilisé. Et d'autre part, il y a sa fierté qui augmente. Et quand sa fierté augmente, ça augmente le sentiment de compétence. Et quand le sentiment de compétence augmente, eh ben, ça va lui donner envie d'en apprendre plus. Et plus il va apprendre, plus il va augmenter ses fonctions cognitives, plus il va être félicité pour ses fonctions cognitives, et ça donne un cercle vertueux. Vous voyez comme l'émotionnel et le cognitif sont très liés. Rien qu'avec le comment féliciter. Un autre exemple. Ah, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Celui-là, il est en train de dire à un enfant, tu es insupportable, tu es fatigant, tu es énervant, tu es incapable. Et ça, ce sont des étiquettes. Et qu'est-ce qui se passe pour celui qui reçoit les étiquettes? Eh bien, celui qui reçoit les étiquettes, vous avez entendu, j'ai dit tu es, et c'est le verbe être. Ça lui fige. Ça lui fige. C'est comme si on... Moi, je m'appelle Christine, ok? Je m'appelle Christine, et ben si on me dit tu es insupportable, c'est comme si moi égale insupportable. Et c'est une étiquette qui m'empêche de changer, qui m'empêche de progresser. Et il s'agit donc
de ne jamais mettre d'étiquette à un enfant et de ne jamais autoriser quiconque à mettre une étiquette sur un enfant, ni à mettre de pronostic. Il ne pourra jamais faire ci, il ne pourra jamais faire ça. Ce sont aussi des étiquettes. Une étiquette interdit le changement. Nous croyons en l'enfant. Nous croyons que nos enfants peuvent progresser. Vous savez que vos enfants exceptionnels, ils sont doués d'une sensibilité exceptionnelle. Et ils ressentent tout ce qu'on ressent. Donc si ils ressentent que la personne en face d'elle ne croit pas en eux, ben ça va leur couper les ailes. Mais s'ils sentent notre confiance, s'ils sentent qu'on croit en eux, on croit qu'ils sont capables, on croit en leurs possibilités, et bien du coup, ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc vous voyez comme l'émotionnel et le cognitif sont extrêmement liés. On en a besoin. Et le métapédagogue va utiliser les deux. Il a besoin des fonctions cognitives pour savoir comment féliciter, pour pouvoir féliciter au niveau du processus. Et il a besoin de ne pas interdire le changement, donc en ne mettant pas d'étiquette et en parlant aussi aux gens autour de l'enfant pour qu'ils n'en mettent pas non plus, pour lui permettre de s'ouvrir. Je vais vous parler d'un garçon de 11 ans qui est arrivé fin août de cette année, la dernière semaine d'août. Son diagnostic, c'était IMC, donc une paralysie cérébrale, pas de communication orale, il était en fauteuil, pas de gestes non plus. Et ses parents m'avaient même demandé quelques mois avant s'ils devaient emmener leurs enfants ou s'ils devaient venir seuls pour avoir quelques conseils parce qu'on leur avait dit qu'ils ne pouvaient pas entrer dans les apprentissages. Je leur ai dit bien sûr, mais venez avec votre enfant, c'est avec lui qu'on veut faire des choses. Même si les parents assistent, bien sûr, et apprennent comment faire. Et ils ont été très étonnés. Pourquoi ils ont été très étonnés? Parce qu'en 5 jours, il a appris les nombres, leur décomposition jusqu'à 6. Il a commencé à faire du pointage avec le doigt. Il a appris les voyelles, des associations de voyelles. A-U qui fait O, E-U qui fait E, O-U qui fait OU, A-I qui fait E. Pareil avec E-I, le O-I qui fait OA, le E-A-U qui fait O. Il a appris à lire certains mots. Lui qui ne parlait pas avant, il a répété des mots et il a même répondu oralement à des questions. Il a commencé à dessiner sur tablette et sur tableau interactif. Et qu'est-ce qu'il a dessiné? Il a dessiné des parallèles, des angles droits. Mais plus que tout, il a découvert le plaisir d'apprendre. Et les dernières nouvelles, il a fait un crumble cette semaine en coupant les pommes. Lui qui était toujours complètement passif, il sait maintenant lâcher avec sa main, il a une pince avec les doigts qui devient meilleure de jour en jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est mis dans une position d'activité, il a envie de faire des choses. Il l'aide à préparer le repas, à mettre la table, et il a découvert un nouveau sentiment qu'il ne connaissait pas auparavant, et c'est la fierté. Et quand on enseigne la fierté, quand on permet à un enfant d'être fier de lui, ça va décupler ses possibilités. Parce que ça fonctionne comme une addiction. Il a envie de continuer d'être fier de lui et de faire des choses. Un autre exemple, un autre cas qui est arrivé pour la première fois fin avril, il avait presque 10 ans, pas de langage, passif, pas d'interaction, en fauteuil aussi. Il n'avait jamais bénéficié d'un apprentissage intellectuel, jamais, 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 puisqu'en fait les parents s'étaient concentrés sur le moteur. Il a fait 15 jours avec nous et il y a eu du suivi avec les parents entre-temps. Et j'ai appelé sa mère hier. Je pourrais vous parler de ses progrès scolaires. Je pourrais vous parler
du fait qu'il a accédé maintenant au nombre avec les dizaines, avec des progrès sur la lecture, sur le langage, parce qu'il parle de plus en plus, il demande à aller aux toilettes. Lui qui ne disait rien, il écrit sur ordinateur. Mais je préfère vous parler, plutôt que ça, je préférais vous parler de son bonheur, de se sentir maintenant intégré dans la famille. Parce que il fait des choses pour participer à la vie de famille. À faire un repas, évidemment avec aide, à mettre la table. Mais il est participant. Il s'intéresse aux autres, il s'est ouvert au monde. Il s'intéresse aux planètes, à l'univers. Il cherche, du coup, comme il veut chercher des livres, il a développé la marche et il marche en se tenant juste avec une main. Et il réclame qu'on lui apprenne des choses qui lui permettent de mieux comprendre le monde. En avril, il ne savait pas pointer du doigt. Maintenant, il a commencé l'apprentissage au piano et il a pu faire au piano les notes Do et Ré sur commande. Et le mieux, c'est que sa famille autour de lui le découvre. Et il y a des interactions avec ses frères. Et voilà, et ça c'est des progrès, ça c'est le vrai bonheur dont on parlait au début. Donc vous l'avez vu, la métapédagogie passe par le plaisir d'apprendre, par la motivation, par l'erreur aussi qui est considérée comme une source d'apprentissage. Nous on est tellement contents quand il y a une erreur, parce que chouette, on va apprendre quelque chose. Et du coup, il y a toujours du sourire, du plaisir, et l'enfant, il apprend dans la joie. Et c'est merveilleux. Alors, qu'est-ce qu'on propose? Nous, on propose beaucoup de choses. Parmi les choses que nous proposons des formations, des programmes d'accompagnement pour les parents et pour les professionnels, en ligne, en distanciel et en présentiel. Par exemple, on a un programme d'accompagnement qui s'appelle Initial, où on utilise simplement la vie de tous les jours. Parce que nous savons très bien que les parents n'ont pas le temps pour faire des choses avec les enfants. Mais par contre, ils ont le temps de les habiller, de faire la toilette, de leur préparer à manger, de faire des petites promenades, de faire des courses. Ça, ils peuvent le faire. Alors, pourquoi ne pas profiter de ces moments-là pour analyser qu'est-ce qu'on peut faire et comment rendre ces activités profitables pour l'enfant. Et donc, du coup, les parents apprennent à profiter de n'importe quelle activité pour enseigner quelque chose à leur enfant. Ils ne prennent pas de temps en plus et l'enfant apprend les processus. Il apprend les fonctions cognitives. Et comme il apprend les fonctions cognitives, il peut mettre par-dessus les connaissances. Nous avons aussi un programme qui s'appelle Propulsion, qui est plus adressé à des professionnels ou des parents qui veulent devenir professionnels de leur enfant. Et les activités sur lesquelles on se base vont être le programme scolaire. Non pas la vie de tous les jours, mais le programme scolaire. Donc on va prendre le programme scolaire pour enseigner les processus à travers ce programme. Nous faisons aussi des activités en direct avec une équipe, c'est ce qu'on appelle des semaines de boost, des semaines intensives de 5 jours, matin et après-midi, où l'apprenant est pris en charge individuellement, mais par toute une équipe. C'est-à-dire que chacun sait ce que l'autre va faire. On prépare tout ensemble, on passe beaucoup de temps à bien préparer, mais chacun sait ce que l'autre va faire, donc c'est comme en puzzle, tout s'emboîte pour organiser l'apprentissage. Et du coup, c'est pour cela que ça va extrêmement vite. Et nous avons aussi des séances en direct avec un seul métapédagogue où on travaille seul à seul avec l'enfant et du coup, l'enfant il progresse aussi. Donc, il n'y a pas toute l'équipe derrière, mais juste une personne. Et on travaille aussi en distanciel, en coachant un adulte pour qu'il puisse préparer. On prépare ensemble avec l'adulte. Et ensuite, il va faire une séance que nous, on va regarder à distance ou pas, et on fait aucun feedback.
Donc ça, c'est ce qui est nouveau, c'est ce qu'on a fait pendant le confinement et ça marche aussi très bien. Voilà, donc je suis là pour écouter vos questions. Vous pouvez bien sûr m'écrire à christine@braining.net. Et puis, vous pouvez prendre un rendez-vous aussi sur calendly.com, métacopédagogie entretien. Et je suis là pour écouter vos questions maintenant en direct. Les questions classiques. Alors, nous, on est situé à Belfort. Belfort, c'est dans l'est de la France, au sud de Strasbourg, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est là qu'est notre centre. Nous avons des métapédagogues un peu partout en France qui peuvent travailler avec votre enfant. Et comme j'ai dit, on travaille même en distanciel. On a une maman avec qui on a travaillé qui habite à La Réunion et qu'on coach pour pouvoir, et elle a pu pour faire progresser son enfant comme ça. Donc ça, c'est là où nous nous situons. J'aimerais que vous posiez la question, est-ce que vous savez combien coûte un enfant en centre? Un enfant en centre coûte au moins 3 000 € par mois, des fois 6 000, des fois même plus par mois. Et qu'est-ce qu'il apprend? Quand je vois des enfants qui sont venus chez nous, qui en 10 ans de centre, ils n'avaient rien appris, qu'est-ce que ça a coûté? Et nous, en une semaine, tout ce qu'on a pu faire, et qu'est-ce que ça a coûté? Et il s'agit donc de comparer ce qui est comparable. Nous, on n'est pas un institut public, hein, je fais venir les meilleurs pédagogues de partout dans la France. Nous travaillons aussi, nous avons intégré aussi les réflexes archaïques, les réflexes primaires. Donc avec les 5 séances par jour, matin, après-midi, plus encore une séance après à la fin en groupe, plus un coaching avec les parents chaque soir, et 8 semaines de suivi. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement 5 jours de travail avec l'enfant, nous avons 5 jours plus 8 semaines où nous suivons les parents individuellement ou par téléphone, où on leur dit chaque semaine le programme qu'ils vont faire avec l'enfant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, et le vendredi on a un feedback. Donc voilà, 9 semaines en fait. Une semaine intensive et 8 semaines de suivi. J'ai fait des formations en crèche, donc il n'y a pas d'âge. Actuellement, je suis une petite qui a 2 ans. Voilà, il n'y a pas d'âge. Il y a des parents qui commencent le programme, leur enfant, ils savent que l'enfant a un problème, un souci, ils ont commencé, il a 1 an et un peu plus. Il n'y a pas d'âge pour commencer et il n'y a pas d'âge pour finir non plus. Quel outil on utilise? Alors là, il y en a tellement. Il y a tellement d'outils. On a au centre, on a beaucoup de jeux. On utilise beaucoup des jeux parce qu'on apprend avec le plaisir. En fait, pour nous, tout est jeu. J'ai parlé des écrans interactifs. On a aussi des applications sur tablette. Il y a des outils aussi que j'ai créés. Il y a une vingtaine d'outils que j'ai créés, même 25 d'outils que j'ai créés personnellement qui permettent de développer les intelligences et les fonctions cognitives. Voilà, même n'importe quel outil, on prend aussi par exemple des outils Montessori, mais on va les utiliser autrement que dans un centre Montessori, puisqu'on va les utiliser avec les fonctions cognitives. Alors les séances, pour qu'elles soient efficaces, nous on fait 45-50 minutes, et ensuite les enfants ils changent d'intervenant. Donc on varie énormément pour que il y ait à chaque fois une autre manière de faire et pour qu'il n'y ait jamais d'ennui. Mais ça m'arrive moi quand je travaille, des fois il y a des enfants qui viennent de loin et je peux travailler 2 heures ou 3 heures d'affilée avec eux. Alors d'affilée, évidemment, on va faire un peu de gymnastique entre, puisque le corps et l'esprit sont liés, bien sûr, pour pouvoir toujours se tenir l'attention. Après combien de séances on peut voir les progrès? Bah des fois une séance. Ça dépend des enfants en fait, on peut pas trouver de choses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de la semaine de boost, il y a toujours des progrès, ça c'est certain. Et les progrès, généralement, ils commencent à se voir à l'époque charnière
Frédéric en a parlé, hein, de faire des séances intensives de 5 jours, c'est pas en faisant juste une séance qu'on va avoir une baguette magique. Généralement, c'est à partir du 3e jour qu'on voit les progrès se dessiner. Mais des fois, en une séance, on voit des choses. Ça dépend, hein. Il y a une fois, une maman est venue, elle nous a dit que son enfant avait un QI de 50 et la première séance, j'ai vu qu'en fait, c'était pas un QI de 50, c'est qu'il était précoce, hein, était HP, cet enfant. Et à partir du moment où il a compris qu'en fait, quand je lui ai enlevé son étiquette, et du coup, c'était fantastique, quoi. Au bout de 30 minutes, ça y est, il a décollé, il a montré tout ce qu'il savait faire. Oui, alors sur le site braining.net, mais sinon le mieux c'est de m'écrire christine@braining.net. Alors il est vrai que des fois, pour certains endroits en France, j'ai pas de métapédagogue et mon souci actuellement, c'est de développer justement les programmes d'accompagnement pour avoir le plus possible de métapédagogues en France et dans tous les pays francophones, hein. J'en ai qui sont inscrits, qui habitent en Belgique, en Suisse, pour pouvoir proposer pour chaque parent qui le désire d'avoir un métapédagogue près de chez lui. Donc je ne peux pas vous garantir que je peux vous donner un métapédagogue près de chez vous. Par contre, si vous connaissez quelqu'un qui est d'accord pour apprendre, eh ben, c'est la meilleure des choses qu'on peut faire. Il y a des parents qui n'avaient pas de métapédagogue, mais ils avaient une personne qui était d'accord pour s'occuper de leur enfant, et bien cette personne, elle se forme en même temps. En formation pour les parents, donc c'est un accompagnement avec un coaching tous les mois, avec 2 coachings personnalisés, c'est sur 1 an.